écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Ma'arif, nouvel épisode du podcast Histoire. Nous sommes très heureux d'être à Marrakech avec l'homme que l'on ne présente plus, qu'on a beaucoup d'honneur à recevoir et de plaisir à interroger, professeur Hamid Tliki. Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Il fait beau. À Marrakech, il y a la neige que je vois sur l'Atlas. C'est vrai qu'on voit la neige. Ça va. Et c'est vrai qu'on est content de vous recevoir parce que on a décidé de vous demander de nous parler de la ville de Esfi, le Radielna, Safi en français, ville qu'on a vue un peu en filigrane de certains podcasts, en particulier quand on a parlé des Portugais, mais on n'a jamais pu consacrer un podcast entier à cette cité. D'où voulez-vous commencer ce récit, s'il vous plaît? Oui, je commencerai par dire qu'il faut d'abord se débarrasser un peu de l'emprise du Safi sous le Portugal, parce que son histoire est bien plus ancrée que cela. Et donc, l'histoire de Safi remonte, je parle histoire musulmane. Je ne veux pas entrer dans les conjectures des Phéniciens, les Carthaginois, tout le monde le dit, mais non, je commence là où je suis sûr que la ville existait en tant que port. Bien sûr, parce que c'est ça le mot-clé. Je voulais le dire dans l'introduction, ouais. Mais évidemment, port atlantique. En tant que port atlantique. Et ça démarre textuellement au milieu du XIe siècle, juste avant l'arrivée des Almoravides. Donc, est-ce que vous voulez nous parler des Bolrouata ou ça n'a rien à voir? Safi était à la limite des Bolrouata. Le Bolrouata, ça s'étend grosso modo, avec plus de bonheur ou moins de bonheur au niveau de l'extension territoriale, ça s'étend du Bourgreg au Tensift. Et à l'intérieur, jusqu'à la limite du Tedla. Donc toute cette zone des plaines atlantiques moyennes était une zone Bolrouata avec probablement comme capitale une ville qui ne devait pas être très loin de Mohammedia. D'accord. Laquelle s'appelait à l'époque Fedala et qu'on a effacé le nom de Fedala comme si c'était un mot colonial alors que c'est le nom véritable. Puisqu'on est dans les noms, Mogador. Oui. Mogador ne doit venir que de Amagdoul. D'accord. Donc de la Mazir. On reste sur la côte, Mazagan. Et Maziren. Mais c'est fou parce que moi j'ai toujours cru qu'en décolonisant, on avait enlevé ces mots, ces noms français ou espagnols ou portugais, qu'on avait mis des noms arabes ou marocains. En fait, ils étaient peut-être plus marocains que les noms. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas seulement qu'on a mis des noms arabes ou marocains. Alors qu'ils étaient marocains, ces mots. Oui, en arrière-plan, on pensait que c'était des noms liés à la colonisation française et même français. Oui. Parce que Mazagan, on devait croire que c'était français, comme pour Anfa, comme pour Fedala, etc. Mais c'est fou, non? C'est incroyable cette histoire. Et pour Mère Sultan, qui à Casablanca va continuer à penser que à l'époque en tout cas, il y a 40 ans, Mère Sultan c'était un mot qui résonnait parce que c'était la résidence de la bourgeoisie française. Donc Mère Sultan c'est un mot, alors que le Mers ça veut dire le grenier. Mers Sultan. Et Mers Sultan, et c'est pas loin du palais, donc c'est là où l'on déposait le fruit des impôts en nature. Et les gens croyaient que c'était français. Donc, ça c'est... fin de la parenthèse, mais elle est intéressante. Il faut bien là, c'est une parenthèse qui permettrait de nous décoloniser un peu, dépoussiérer un peu les choses. On s'est autocolonisé, en fait. Je reviens au milieu du XIe siècle. Disons que Safi, la zone de Safi jusqu'à Chiadma, au sud, et vers l'intérieur jusqu'à Armat, était un peu la ligne de démarcation entre les Bolrouata et les non-Bolrouata, au niveau politique, bien sûr. Et donc, en fait, une des raisons d'existence d'une ville comme Safi, mis à part l'ouverture atlantique vers l'Andalous, qui date de l'époque dont nous parlons, 11e siècle ou d'avant même, si on suit une ligne du Tensift, qui est la ligne qui démarque
les deux zones, Brwata et non-Brwata, on arrive à Armat. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y avait? C'est pour vous expliciter la question de Brwata par rapport à l'environnement immédiat de Safi. Quand vous descendez vers Souria, ce qu'on appelle Souira Khdima, on arrive à l'embouchure du Tensift. Et si on suit le Tensift, si on suit le Tensift au sud, à la rive sud, on arrive à Armat. Le port ancien d'Armat, c'était à l'embouchure du Tensift. C'est-à-dire que le port atlantique lié à la ville d'Armat n'était pas Safi, mais 30 km, 25 km plus au sud, à Akouz. Akouz, oui. Akouz. Et donc, Armat, Akouz. Pour comprendre comment Safi est entré par la grande porte dans l'histoire, c'est lorsque les Almoravides abandonnent Armat et créent Marrakech. À ce moment-là, donc ils sont un peu plus au nord et la ligne droite ou plus ou moins droite va tout droit à Safi. Exactement. Et donc Safi devient le port de Marrakech et le restera. On a décalé la ligne horizontale vers le nord. Voilà, et elle restera. Donc la raison d'être, c'est... Safi, c'est le débouché atlantique de Marrakech. C'est le débouché atlantique de Marrakech, mais même avant, puisqu'on parle d'avant les Almoravides, quelques années avant, la première mention de Bakri, milieu du 11e, Marrakech n'existe pas encore, mais par contre, la relation atlantique avec l'Andalous existe. Et lorsque le Bakri décrit les étapes de Massa jusqu'au nord, jusqu'au détroit, il passe et il dit, il est le premier à parler de Fordat Safi, c'est-à-dire la baie de Safi, comme étant un port relié à Akouz, lequel est relié jusqu'à toutes les étapes aussi. Parce que c'est du cabotage à l'époque, c'est-à-dire que qu'ils partent de Esfi, ils vont en Andalousie, et c'est des étapes de côte côtières. Voilà. Est-ce qu'on a une idée sur le temps qu'il fallait pour aller en Andalousie, non? Écoutez, ça. Une étape, c'est une journée. C'est une journée de navigation, que ce soit par terre ou par mer. Mais par mer, c'est évidemment, si on ose parler kilomètres, c'est moins important que celui de la terre. Donc voilà, Safi se lance comme capitale dès le début, c'est ça sa fortune, historiquement parlant. Après arrivent les Almohades, et qui sont à Marrakech. Et les Almohades ont une politique atlantique très forte. Et à qu'à voir, les Almohades vont créer Rabat, ils vont relancer l'Arèche, bien avant l'Arèche, et bien sûr Tanger, Asila, etc. Et également Messa. Donc on a, à l'époque almohade, Safi se développe à ce moment-là vraiment en tant que port de la capitale, Marrakech, particulièrement sous les Almohades. Donc il y avait, j'imagine, un grand axe routier, disons, terrestre, maritime. Disons, ouais. Non, déjà terrestre entre Marrakech et Esfi. Alors là, l'axe terrestre, il existe. Et on reviendra à d'autres axes terrestres qui expliquent la fortune de la ville, sans compter l'axe maritime. Alors donc, les Almohades, qu'est-ce qui montre qu'ils se sont intéressés à ça? D'abord, c'est sous les Almohades que Safi attire l'attention par la fondation du Rebat de Abou Mohammed Saleh. Or, Rebat peut être en relation avec, comme on disait plus tard, une zaouia. Mais un Rebat, c'est un lieu où l'on rassemble les chevaux, etc., soit pour la guerre, soit pour l'exercice, l'entraînement à la guerre, soit pour la guerre contre soi-même, c'est-à-dire la guerre intérieure. Oui, non, c'est-à-dire, en fait, c'est un mélange, juste ce que j'ai compris, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de m'expliquer, c'est un peu un mélange entre un fort, un lieu de retraite spirituelle et militaire. Voilà. Et comme tous les noms qui sont retenus par l'histoire, sont obligatoirement de multiples sens, sinon ils ne sont pas retenus. Un seul sens, c'est rare. Donc, voilà. Donc le Rebat... Rebat Abou Mohammed Saleh est créé à ce moment-là. Il est créé à l'époque almohade. D'accord. Par Abou Mohammed Saleh, qui est d'origine de la région de Safi, qui s'est installé à Safi, qui a vadrouillé et pérégriné en tant qu'apprenti saint, je dirais, en Orient jusqu'au mont du Liban, et qui est resté une vingtaine d'années à Alexandrie, enseigné, etc., qui revient et qui crée deux choses. Une zaouia proprement dite, qui est de l'avis des historiens de l'époque mérinide, Ibn Marzouk par exemple. Cette zaouia est la première zaouia constituée au Maroc, c'est-à-dire un ordre religieux avec tout le rituel que l'on verra se développer plus tard, qu'il s'agisse de chapelet, qu'il s'agisse de la morqa'a, la bure rapiécée, qu'il s'agisse de se raser le crâne, etc., etc. Même de la confession journalière. Ah, ça existait.
Abou Mohamed Saleh a institué la confession, peut-être par influence des mondes du Liban aux chrétiens. Non, je suis désolé, parce que c'est quand même un peu... Dans la Zawiya, il y a aussi la musique, très souvent. Enfin, il y a beaucoup de musique qui sortent de ce gilet-là, Ahmed Shah, Issa. Pas encore. Non. Pas encore à cette époque, parce que l'Ahmed Shah, etc., c'est le XVIIe siècle. Là, c'est le dhikr. Voilà. Tout au plus. Mais le dhikr donne la musique, hein, parce que... Oui, mais c'est rimé et rythmé. Rimé et rythmé, voilà. Bon, et c'était certainement en amazigh. Parce qu'Abou Mohamed Saleh parlait avec ses disciples en amazigh. Mais il connaissait parfaitement la langue arabe et il a écrit en arabe. Il a écrit des conseils à ses adeptes. La deuxième chose qui va contribuer à situer Safi, non plus seulement quand on est dans Marrakech, Safi ou le Maroc, mais bien au-delà, quand, avec Bou Mohamed Saleh, il crée aussi ce qu'on appelle, en plus de la Zawiya dont il était question, il crée Ta'ifat al-Hujjaj, c'est-à-dire la confrérie des pèlerins, parce que pour aller vite, à l'époque, la route de la Mecque n'était plus sûre, avec des attaques, des brigands, etc. La route terrestre. Et donc, les Fouqaha ont dit, bon, on va suspendre l'obligation de la Mecque, du pèlerinage dans la Mecque, jusqu'à nouvel ordre. Lui, il a dit non, il faut organiser. Alors, c'est quoi Ta'ifat al-Hujjaj? C'est la sécurité pour les pèlerins? Oui, aussi, mais en priorité, d'abord, n'entrent dans cette taïfa que ceux qui ont accompli 2 fois le pèlerinage à la Mecque à pied. Deuxièmement, elle devient une véritable congrégation avec des succursales à travers toute, de Safi jusqu'à la Mecque. Donc c'est pour faciliter le déplacement. Pour faciliter, protéger les pèlerins. Mais c'est fou quand vous me racontez ça. Excusez-moi, je suis pas une très grande culture dans le monde chrétien, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un ordre catholique ou chrétien qui a été également créé pour protéger les pèlerins. Si, il y a, écoute, ne serait-ce que les croisades. Non, il y a pas de doute, mais ça ne veut pas dire, je ne sais pas d'où. Parce que quand vous me parlez depuis tout à l'heure de Abou Mohamed Saleh et de Ta'ifat al-Hujjaj et de la façon dont il a organisé son ribat, donc avec un ordre, vous avez utilisé le mot d'ordre. Oui, mais c'est voilà. ça. Vous avez également parlé de confession. J'ai vraiment l'impression que on est dans un monde un peu symétrique par rapport à la culture catholique également. Mais c'est catholique oriental, très probablement, parce que lui, ce qu'il connaît bien, c'est... Il a séjourné dans les mondes du Liban, il n'a pas pu ne pas avoir des contacts avec des Arabes chrétiens. Oui. Peut-être aussi avec des Coptes, puisqu'il est resté très longtemps à Alexandrie. Alors donc, mais ce à quoi je dois revenir pour ne pas nous perdre dans le labyrinthe historique, on revient aux Almohades. Donc, on a une ville, on a un saint fondateur d'un quartier appelé à doubler la ville, qui est le Ribat Abou Mohamed Saleh, qui contient les deux, dont on a parlé, la Zawiya est locale, Ta'ifat al-Hujjaj, il est pan-islamique. Qu'est-ce que vous appelez pan-islamique? C'est-à-dire qu'il établit la relation directe de Safi avec la Mecque. Pan-islamique, avec la Mecque. Et les gens qui y vont. Alors donc, en même temps, cette route des pèlerins véhicule aussi des cultures et des idées. Bien sûr. Puisque tous les pèlerins sont tenus de revenir, une fois revenus de leur pèlerinage, ils sont tenus d'aller accomplir une espèce de visite pèlerinage à Ribat Safi, du vivant même de Abou Mohamed Saleh et un peu après. Et cette Ta'ifat al-Hujjaj est devenue si importante que non seulement il y a des étapes garanties, assurées, qu'ils voyagent avec des gens qui les protègent, ils sont assurés de l'accueil. Je parle par exemple, de Marrakech, Khmet, Sijil Massat, Tlemcen, Bougie, Média, Alexandrie, traverser la mer Rouge, arriver à la Mecque après. C'est ça le chemin. Ça prend combien de temps? 6 mois. On est quoi? Avec des ânes, Oui, avec à tout, à pied, et avec des chevaux, des montures. On avait quand même besoin des montures, ne serait-ce que pour les bagages. Mais c'est en même temps, non seulement véhicule la culture, mais véhicule le commerce aussi, les échanges. Parce que ces gens, ils vont pas aller avec des kilos d'or pour payer leur séjour tout le long. Ils vont avec des marchandises. Et ces marchandises sont échangées en fonction des pays traversés.
Par exemple, en Tunisie, on va faire les échanges avec les bérets, les fameuses calottes de Tunis. À Tlemcen, c'est avec les tissus très fins, bhal bzioui, ou alors avec tout ce qui intéresse le harnachement des chevaux en fil d'or et d'argent, et ainsi de suite. Chaque ville a Bougie, c'est plus encore intellectuel. C'était une grande capitale, mais l'échange est plus intellectuel. Bougie, c'est Bjeya, c'est ça, aujourd'hui? Bjeya. D'accord. Je reviens aux Almohades. Il y a le Ribat, il y a les deux Zawiya, il y a la ville qui se développe, il y a la relation avec l'Andalus qui est attestée par l'Idrissi. C'est-à-dire échange par mer direct avec les villes andalouses de la basse Andalousie, Cadiz, etc. Et puis, il y a enfin aussi l'initiation du développement de routes intérieures selon le parallèle et non pas le méridien. C'est-à-dire Safi jusqu'au Touet, un peu plus tard, c'est-à-dire au XIIIe siècle, jusqu'au Touet. Et au Touet, qui est le centre de ralliement des caravanes, comme l'était Sijil Massa. Il y avait un représentant d'Abou Mohamed Saleh à Sijil Massa, comme il y en avait à Bjeya, et comme la relation Safi-Sahara, route saharienne, transsaharienne, va s'établir en parallèle jusqu'au Touet. Et ça, c'est très peu connu, mais on a des attestations absolument sûres. Elles viennent des Génois. Les Génois qui se sont installés à Safi à partir de 1236, je crois. Commerçants. Des commerçants, négociants. Mais qu'est-ce que cherchent les Génois? Le point d'aboutissement de la route du Touet. Et c'est eux qui les décrivent. Les négociants décrivent ça. Comme il y avait aussi une communauté juive très importante dans le Touet et parallèlement à Safi depuis le début. Ça représente... tout ce que vous dites suscite beaucoup d'interrogations. Déjà d'un point de vue, excusez-moi, strictement basique. Quand on parlait de routes, donc c'est des routes empruntées par des gens à pied, des gens sur des animaux, c'est-à-dire peut-être des chameaux, des chevaux, des mulets, des ânes, etc. Est-ce que la route, elle est tracée? Voilà, ça, première question. Oui. La route, ce sont des pistes. Voilà, aujourd'hui, c'est une piste. Même avant, c'était une piste. Non, bien sûr, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une piste. Une piste. D'accord. Mais est-ce qu'elle est un peu sécurisée? Est-ce qu'il y a des auberges? Est-ce qu'il y a des relais, des aires de repos? Il y a des relais qui s'appellent Nzala. D'accord. Par exemple, pour être dans un exemple facilement accessible aujourd'hui, la première Nzala de Marrakech vers le nord, c'est Sidi Bouatman. Oui. Et dans l'Inzala, on trouve l'or, on trouve le fourrage, on trouve l'hôtellerie pour dormir, on trouve aussi comment on peut changer de monture, et on trouve le foin, etc. Et on trouve aussi l'autorité politique, administrative, qui est là pour assurer la route. D'accord. Alors, je vous pose une question vraiment, excusez-moi. Pourquoi on n'avait pas de roues et de charrettes? Ah oui, mais ça, c'est un complexe qui nous a été, à mon sens, trop inculqué par les descriptions des Européens depuis le 19e siècle ou le 18e siècle ou même avant. Bon, mais l'interprétation venue à la fin du 19e siècle, c'est que, regardez, ce pays... n'a pas de roues. N'a pas de roues. Ouais, c'est-à-dire ils sont arriérés, quoi. Moi, je réponds à ça d'une autre manière. On dit il n'y a pas de roue, on dit qu'il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont, j'élimine... S'il y a des ponts. J'élimine complètement. Il y avait beaucoup de ponts. Il y avait même, sous les Almohades, quelqu'un dont le travail était inspecté partout, le territoire, pour voir là où il y a un pont ou là où il manque un pont. Et le signaler, il dit toujours, je l'ai signalé en haute... c'est un ingénieur des ponts à chaussée Almohades. Il est plutôt comme ce qu'on appelait avec Charlemagne les missi dominici, c'est-à-dire les missionnaires à domicile, qui circulent et qui observent et rapporte. D'accord. Et le livre de ce monsieur, il est anonyme pour cette raison. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est un traité de géographie, alors que c'est une série de rapports directement faits à l'attention du souverain. Il s'agit de Youssouf, fils de Abdelmoumen Al-Mouhad. Donc les ponts, on est tous d'accord, il y avait des ponts, et vous dites la roue, la charrette, c'est un complexe, c'est-à-dire que c'est les Européens qui le décrivent. Ça. Il suffit de poser la question suivante. Un pays semi-aride, qui est le Maroc, a-t-il besoin de roue? La roue, elle est liée à la boue, à la pluie dans les pays du Nord. Mais on n'a pas besoin, surtout qu'on a mieux que la roue, le chameau. C'est tout.
Ça se résume à ça. D'accord. Surtout qu'il y a des roues dans les moulins déjà, non? Hein? Il y a des roues dans les Non, moulins. non, on connaissait la roue, Ouais. mais on ne l'a pas utilisée comme moyen de transport. C'est Mais clair. on l'a utilisée comme moyen de transport quand il fallait prendre un objet de poids anormal. Par exemple, la grande vasque de la Serige à Fès, en marbre, elle arrive de l'Andalousie, il est débarque à l'Alèche, je crois. Et là, elle est traînée par des chariots avec D'accord. des roues. C'est-à-dire que le chameau, c'est difficile de faire plus résistant, robuste, Oui, et puis efficace. ça coûte moins cher que tout le reste. Et puis surtout, ça marche partout. Et le chameau, ça va pas avec la boue, mais il va très bien avec la piste. D'accord. Donc, on a un réseau routier de SFI vers les ports sahariens, enfin du Ouais. port atlantique vers les ports sahariens, c'est bien ça? C'est pas les ports. Quand je dis c'est les ports, c'est Ça, l'arrivée des relation caravanes. Safi, c'est le cabotage de Massa jusqu'à Non, non, quand je Safi. dis le port saharien, pour moi, c'est l'arrivée des caravanes. Les ports terrestres. Voilà, les ports terrestres, voilà. Ouais, C'est-à-dire d'accord. pour moi, si Gilles Messa, Tsoua, etc., Ouais. c'est des points d'arrivée de caravanes. Ensuite, on a une liaison terrestre vers SFI qui peut ensuite ouvrir vers l'Atlantique. Donc vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que c'est une ville qui a été centrale dans les échanges commerciaux, que ce soit vers le reste du continent africain ou bien le continent européen à l'époque. Absolument, et ça démarre avec les Almohades et ça se développe de manière très claire et très nette, selon les archives de Gênes même, de la ville de Gênes, des négociants de Gênes, ça se développe à partir du milieu du XIIIe siècle vers la route. Parce que les Génois, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Safi? Ils viennent récolter l'or. Ils viennent placer leur quincaillerie. Leur genouille. Leur genouille. Mais c'est ça, leur quincaillerie. Mais en même temps, Safi, avec la route de pèlerinage, réceptionne par la voie du pèlerinage les tissus coptes, les soieries de Syrie, etc. Alors c'est comme ça qu'il faut voir qu'est-ce qui constitue la base du développement de n'importe quel lieu comme ça. Donc, il y a ce qui vient de l'Orient par la route terrestre. Il y a ce qui vient de l'Andalousie par la route maritime et aussi terrestre. Et il y a ce qui vient de la Lombardie avec Gênes et ce qui vient même des Bouches-du-Rhône. Tout cela, Safi n'en a pas, il faut être clair, n'en a pas l'exclusivité. Mais il se développe grâce à cela. Là, vous êtes en train de nous décrire un carrefour commercial. Absolument. Est-ce qu'on a une idée de ce que pouvait représenter la population de Safi à ce moment-là? C'est-à-dire... Très difficile, mais ce qui permettrait de cerner... On n'a pas de chiffres d'abord, Ouais. mais ce qui permettrait de cerner davantage la population, c'est de voir la mosquée, la grande mosquée. Les multiples agrandissements qu'on connaît de la grande mosquée, qui vont avec l'agrandissement de la population. alors, et qui répondent à une population qui ne peut être qu'en progression. Bien sûr. Parce que quand on a décrit la grande mosquée de Safi, et c'est pas n'importe qui l'a décrit et qui a vu, c'est le fameux vizir de Grenade, écrivain, historien et poète et tout ce qu'on veut, c'est Ibn Khatib, les Saint-Din Ibn Khatib, décrit Safi où il a séjourné. Au Ribat, reçu par le Ribat. Et il décrit au milieu du XIVe siècle la mosquée et il dit jamais muta'addid zawaya. Il y a plusieurs Multiples coins, de recoins. De recoins, muta'addid suhun, plusieurs cours, plusieurs patios. Donc vous voulez dire ça correspond à des agrandissements Ça multiples. correspond à des... Et il te dit, voilà, le premier mihrab, il est là. Et il va jusqu'à te dire que les gens de la ville ont eu un tel respect du premier mihrab qu'ils ne l'ont pas détruit. Ils l'ont conservé tel quel, sans aucun phare, dit-il. Et ils ont agrandi là où ils ont pu, peu à peu, plusieurs cours et les puits qui suffisent à la population, dit-il, qui répondent aux besoins de la population. Donc, en fait, c'est la description de la mosquée qui nous dit, grosso modo, comment la ville, c'est l'expansion de la ville et partant de la population. Combien difficile. Mais si on part en 1900, il y avait 8000 habitants. 1900. Mais n'oublions pas que les villes, le Maroc avait à peine 5 millions d'habitants au total, dont plus de 75% dans les campagnes. On est en 1900. Alors que avant, à l'époque médiévale dont nous parlons, les zones urbanisées étaient beaucoup plus développées. Qu'au 19e. Toutes les villes côtières. Vous êtes en train de nous dire que le médiéval est plus urbanisé que le 19e siècle marocain. Sûrement, quand on décrit, on a heureusement la description de Bekri, la description de Idrissi, d'autres descriptions. On passe d'une ville à l'autre, à l'intérieur, on passe
d'un village à l'autre. Et dans chaque village, quand on lit le bilan fait du Maroc, le bilan du Maroc décrit par Léon l'Africain, donc la situation du 15e siècle, début 16e siècle, partout où il passe, il te dit, il y a une forteresse, il y a une grande mosquée, du vendredi où il y a une mosquée toute simple, etc., etc. Donc, vous nous avez parlé de SFI en nous parlant de ce carrefour commercial, les routes intérieures, les routes maritimes, etc. Est-ce qu'il y a, toujours, si on reste toujours à l'époque almohade ou même médiévale jusqu'au Mérinide à peu près, est-ce qu'il y a d'autres villes qui se comparent en termes de fonction et d'importance La plupart des villes côtières. D'accord. Donc Atlantique et méditerranéenne. C'est-à-dire Azmour, il n'y a aucun doute, même Asséla. Mehdia peut-être. Mehdia, c'est une création. D'accord. D'autorité stratégique à cause de la forêt, comme Arsenal. Mais la ville qui est incomparable, c'est Ceuta. Oui. À l'époque médiévale. 3 ports, commerce, port de pêche et Arsenal. Mais ça mérite un sujet, parce que tous les historiens me disent que la perte de Ceuta en 1415 est le vrai tournant du match, quoi. Non, mais elle a étouffé le Maroc, voilà. Bien sûr. C'est amusant parce que si vous demandez aux gens qui disent qu'il faut récupérer Ceuta, il y a beaucoup de gens, dont moi il n'y a pas si longtemps, croyaient que Ceuta était devenue espagnole au moment de la colonisation, alors que déjà elle est devenue portugaise, et en 1415. Et c'est un fait qui a vraiment bouleversé l'économie marocaine et même le psychisme. Bien sûr, c'est la première ville marocaine occupée par des chrétiens, des non-musulmans. D'ailleurs, il y avait une relation directe, Ceuta-Safi, par terre. D'accord, une route quoi. Une route directe dans le sens que, par exemple, du temps même d'Abou Mohamed Saleh, un des plus importants saints, personnage sanctifié par la suite, il est originaire de Ceuta, il est venu plusieurs fois à Safi, depuis Ceuta, et il reconnaît Abou Mohamed Saleh comme étant son maître. D'accord. Donc il y a comme il y a aussi une relation qu'il faut citer, importante par l'Atlantique pour ne pas rester dans le vague. Par exemple, la relation Safi-Cadiz, elle est très, très importante à telle enseigne que lorsque en 1236, je crois, je n'ai plus la mémoire des dates, en 1236, il y a une attaque castillane de Cadiz. D'accord. C'est pas encore la prise de Cadiz, mais presque. Et beaucoup de captifs. Eh bien, pour racheter les captifs, qu'est-ce qui s'est passé? Les captifs musulmans de Cadiz. Une délégation de Cadiz est venue à Safi, au temps d'Abou Mohamed Saleh. Il est venu à Safi pour demander à Abou Mohamed Saleh de veiller à collecter les sommes nécessaires pour libérer les musulmans. Et ces musulmans libérés sont certainement, du moins en partie, venus à Safi. Et c'est un rajout démographique de qualité. Parce que Cadiz, c'est le commerce, c'est l'Andalous, etc. Mais je dois aussi vous dire une chose que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure avec les Almohades et le développement de la ville, c'est pendant l'époque almohade que la ville a été fortifiée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la gravure faite de Safi depuis la mer, qui montre une ville bien plus étendue que celle héritée de la muraille portugaise. La Médina portugaise, elle représente le 1/4 ou le 1/5 de l'espace englobé par la muraille almohade. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que la ville était immense. Et les Almohades voyaient grand, c'est tout. Comme ils ont vu grand pour Rabat. Seulement, en plus de ça, il y a un calcul stratégique pour Safi. C'est que Safi est entourée sur les 3 côtés, sauf le côté mer, océan Atlantique, de collines. Ce n'est pas possible que la ville laisse les collines la dominer et laisse l'envahisseur prendre position sur les collines et la dominer. Donc, la gravure que nous avons... On les intègre. A intégré totalement les collines avec tous les détours que l'on connaît ou que l'on peut observer encore aujourd'hui. Mais la muraille, il n'en reste plus qu'une portion. Et on a une description de cette muraille, écrite en plus les ruines de cette muraille. Donc, la ville de Safi entre dans la préoccupation atlantique almohade. Je dois décrire un peu la ville en temps mérinide parce que nous avons des textes très précis, dont celui d'Ibn Khatib. Qu'est-ce qui fait qu'une ville médiévale a un statut de cité? Fortification, on l'a vu. Qu'est-ce qui manque? Le commerce, on l'a vu.
il manque l'infrastructure culturelle. Il y avait une madrasa mérinide à Safi au temps d'Abou Hassan, dont parle Ibn Khatib, dont parle Ibn Marzouk, etc. Deuxième institution, le Bimaristan, c'est-à-dire l'hôpital, pas la maison des fous. Hein? Le Bimaristan, il est là. Est-ce qu'il est Al-Muhad, est-ce qu'il est mérinide? En tout cas, il est attesté par Ibn Khatib en 1360. Il a un directeur Comment vous appelez l'hôpital? Bimaristan, ce qu'on appelle le Marstan. Ça, c'est une petite envolée intéressante pour les Marocains. La décadence se traduit par les mots. Bimaristan, mot persan qui signifie hôpital, hospice. D'accord, c'est du persan, ça. Oui, persan. Jusqu'au Moyen-Âge, que ce soit au Caire ou ici, ou en Syrie, ou n'importe, Bimaristan signifie l'hôpital. Avec un directeur, avec ce qu'il faut pour la pharmacie, etc., etc. Tout l'équipement pour un hôpital pour recevoir. On a une très belle description du Bimaristan de Marrakech Al-Muhad, avec des pyjamas de jour, de nuit, des tenues d'hiver, des tenues d'été, et même une allocation à la sortie de ceux qui sont nécessiteux pour la convalescence. Le texte de Al-Mourakoshi sur le Bimaristan de Marrakech. À Safi, il y avait le Bimaristan. Par la suite, la décadence a fait que le mot Bimaristan, se prononçant Marstan et non plus Bimaristan, devient, l'évolution du son, c'est asile de fous, prison de femmes, etc. Il a servi d'asile de fous, il a servi de prison. Même le Maristan, Bimaristan de Fès de Sidi Frach, qui est décrit par Léon l'Africain où il a travaillé comme secrétaire, c'est des fous qui sont liés là-bas, alors que c'était à l'origine un hôpital en bonne et due forme. Vous savez, le problème qu'on a avec vous, Assi Hamid, c'est que dès que vous parlez, on a envie d'ouvrir des parenthèses, de faire des podcasts dans les parenthèses. Maintenant, je vais revenir chez vous. Vous allez nous faire un podcast sur les hôpitaux Al-Muhad, parce que pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est la première fois que j'entends parler de ça, tout simplement. Il faudrait aussi il y a énormément de choses que vous évoquez, et quand vous dites que l'hôpital se transforme en asile, dans le mot, c'est-à-dire que la structure elle-même se dégrade, oui, et qu'on passe de soigner les gens à les enfermer. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Absolument. D'accord. Donc à Esfi, il y avait cet hôpital, il y avait la Médersa Mérinide, vous avez dit, pour la formation des intellectuels, le côté sanitaire, bien sûr, Jamaa, le fort. Il faut ajouter autre chose, très importante, qui fait partie des institutions citadines importantes, Qessaria. Ouais, donc le produit de luxe. D'accord. Et il y avait une Qessaria où des gens hautement qualifiés, pas seulement marchands, mais hautement qualifiés intellectuellement parlant, exerçaient leur métier tout en se consacrant en fin de journée aux études. Et on a des témoignages de très grande valeur sur ces gens au XIIIe, XIVe siècle. Donc voilà les institutions. Ça, c'est la Esfi Mérinide. Petite parenthèse, Qessaria, est-ce que ça a à voir quelque chose avec César? Oui, c'est le marché de César, c'est-à-dire que c'est le marché sultanien pour nous. D'accord. C'est-à-dire que c'est un statut, c'est un apanage royal. Parce que c'est là où on paie les taxes pour tous les produits de luxe, soit l'or, etc., etc. Alors, question, je suis désolé, maintenant on va se détendre un petit peu. Vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'on est très en confiance avec vous. Quand on nous parle de ces gens du Safio de Mérinide, il fait du commerce, il a son école coranique pour résumer. Il s'amusait pas, ces gens-là. Il n'y avait pas des restaurants, des lieux de joie, un petit peu dans le sens le plus large. Je vais te dire. Que je vous laisse me décrire. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est très sérieux tout ça. Il n'y a pas de doute que le vin circulait à Safi dès l'époque de Bou Mohamed Saleh. Tu veux que je te raconte une anecdote? Oui, je veux bien. Ouais. Un jour, il y a un texte d'un descendant d'Abou Mohamed Saleh qui était campé à Bjaïa. Et il vient à Safi et il écrit sur son arrière-grand-père. Et il dit, entre autres, un jour, un Doukali, riche, est venu chez Bou Mohamed Saleh de son vivant et lui a donné une bourse pleine de tant de pièces d'or, de dinars almohades. Bou Mohamed Saleh a pris la bourse, l'a mise sous le tapis ou le hidora sur lequel il était assis et n'a rien dit. Mais il est dit dans le texte que ce Doukali-là voulait un peu blanchir son argent en le sanctifiant par le saint. Et le saint, pour blanchir d'une certaine manière, halaliser cet argent, il l'a pris et le lendemain à l'aurore, il appelle son serviteur et il lui dit «
après la prière, d'abord tu te purifies avant de toucher l'argent haram. Tu vas sortir à l'aube. Le premier que tu rencontres, tu lui donnes. Et qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui sort d'un bar. Exactement. Alors, il dit Skranen kama kharaja min dairin nasrani. D'accord. Comme s'il Ivre comme il est s'il sortait d'un... du couvent du chrétien. D'abord, ça veut dire qu'il y avait un couvent chrétien aussi. Ah, ça fait bon. Ça veut dire qu'on y buvait aussi. Et il hésite, prendra pas. Et à la fin, il lui donne. Et il revient. Et Mohamed Salah lui dit, qui est censé savoir ce qui s'était passé par prémonition, comme ça. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as hésité? Oui. Et il lui dit, Malu khabit, dhahaba biyadi khabit, asa Allahu an ya'fuwa anhu. C'est très clair. Hein? L'argent sale va au... Va à la personne sale. Et ça veut dire, cet argent contribuera. Parce que tu te rends compte, si ce monsieur a reçu 40 dinars en or, il va se taper la cuite de sa vie au point de ne plus vouloir revenir au bar. Mais il est ajouté dans le texte qu'une fois qu'il lui a donné l'argent, il l'a suivi. Alors là, c'est le tbergig des gens de sa fille. Hein, il lui a donné, mais il l'a suivi. Il est revenu au couvent chrétien. Alors donc, il y a ça. Il y avait le vignoble de Doukala. Il ne faut pas oublier que Abda n'existait pas au Moyen-Âge. Abda, la tribu. Doukala, c'est des ans de Doukala actuels jusqu'à Bab Doukala de Marrakech. Et on tourne et on va au nord de Chiadma, vers Safi. Safi était considéré. D'ailleurs, Abou Mohamed Salah s'appelle Foulan bin Foulan Doukali. D'accord. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'Abda, vous êtes en train de dire qu'Abda fait partie des... Ils arrivent avec les Saadiens. Ah, d'accord. Ils arrivent plus tard. Et donc, le vignoble des Doukala était énorme. Et il n'était pas destiné qu'aux raisins de table. Ni à l'exportation uniquement, non? Non, je ne crois pas, mais on faisait quand même de la confiture avec ce raisin. D'accord. On passe au 16e siècle, c'est ça? 16e siècle. Oui, on passe à la fin du 15e, ouais. Et l'occupation, c'est 1508, militaire. Portugaise. Portugaise avec un stratagème, etc. Qu'est-ce que vous appelez un stratagème? Bon, ils disent on va construire une factory et ils construisent le Borj qui est en train de tomber dans l'eau. Actuellement, oui. Actuellement. Et sous prétexte que c'était l'entrepôt de leurs marchandises avant l'occupation. Ouais. Mais en fait, ils l'ont utilisé, comme c'est fortifié, ils l'ont utilisé pour occuper la ville après. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à la veille des Portugais à Safi? Il y avait deux grandes familles qui se disputaient le pouvoir. Et entre parenthèses, il faut signaler une chose, c'est que Safi a toujours eu, depuis même la mort d'Abou Mohamed Saleh, des velléités d'indépendance par rapport au Makhzen. D'accord. Or, un fils d'Abou Mohamed Saleh s'était déjà déclaré Amir al-Balad, en héritant de son père, la Baraka. Mais surtout, Safi, même bien avant l'occupation, disons fin 14e, début du 13e siècle. On a une monnaie d'or frappée à Safi, trouvée dans un trésor de monnaie d'or frappée à Safi en Sicile. Et ils sont actuellement, c'est le dinar et toutes ses subdivisions. Cela veut dire quand même que ce qui était frappé à Safi servait au commerce. Or, ça c'est conservé aujourd'hui à l'université de Tübingen, dans le département de numismatique de Tübingen. Ça se trouve où Tübingen, juste pour savoir? Allemand. D'accord, c'est en Allemagne. Une grande université médiévale. D'accord, donc on a de la monnaie d'or frappée à Safi, découverte en Italie. Il s'est rétabli de nouveau le circuit Safi, Gênes, Palerme, etc. Vous avez parlé de deux familles? Deux grandes familles. Pour comprendre, il faut imaginer que toute proportion gardée, Safi a fonctionné comme une petite, le mot est très gros, disons une petite république marchande. Principauté, oui. Qui s'est convertie en principauté parce que la monnaie, elle est frappée au nom d'un prince qui ajoute dans la monnaie Ayyadahullah, c'est qu'il est déclaré prince. Ayyadahullah, se dit qu'il s'appelle Msaoud. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut comparer, juste pour comprendre un peu parce qu'aujourd'hui on a du mal, comme on est beaucoup influencé par ce qu'on a sous les yeux ou ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut comparer Safi à une cité un peu État comme Venise ou Gênes? Si.
Bon, j'ai dit toute proportion Oui, gardée. toute proportion Ça gardée, veut mais dans dire- l'esprit. Ça veut dire que très souvent, on rencontre sa fille, non pas entre les mains d'un prince, à part ce Msaoud qui a frappé monnaie. Et on sait que la frappe monétaire est un apanage princier. Ouais. Donc, lui, il a frappé monnaie en son nom et a ajouté le laqab Ayyadaullah. Bon, maintenant, les velléités d'indépendance se traduisent par le fait que, à la veille des Portugais, au cours du XVe siècle, jusqu'à l'arrivée des Portugais, la ville est gouvernée par une jama'a. Donc, on est un conseil municipal, constitué par certainement les notables, mais qui sont notables aussi à cause, pas religieux, mais à cause de leur richesse et du commerce qu'ils pratiquent. Donc, lorsque les Portugais arrivent, il y avait deux grandes familles qui se bagarraient, qui luttaient. Il y a eu même un assassinat de l'un d'eux dans la mosquée qui est longuement décrit par Léon l'Africain, qui était assassiné plusieurs fois. Grand classique, l'assassinat dans la mosquée, dans notre Là, histoire. le Léon, il nous sauve. Heureusement qu'il a existé. Comment elles s'appellent ces deux familles? Hein, justement, je vais y arriver. Or, ce sont deux tendances. Une famille qui a des noms amazirs et une famille qui a des noms andalous. Les andalous s'appellent Ibn Farhoun, comme Ibn Khaldoun, Ibn Zaydoun, etc. Et les autres s'appellent Ihya ou Ta'fouft. S'appellent des noms comme ça, des noms berbères. Vous pensez que c'est un conflit aussi un Et- peu et- culturel ou social? Et le conflit est provoqué par l'intervention non militaire, mais encore politico-stratégique des Portugais. Le commerce avec les Portugais est très important et qui prépare l'occupation. Et les deux familles ne cessent d'aller et de revenir à Lisbonne, par voie de mer, bien sûr. Et il y en a qui reviennent avec un drapeau, il y en a qui reviennent avec un tambour, etc. Ils sont consacrés par Lisbonne avant même l'occupation militaire. D'accord ? C'est une fois que la lutte s'est exacerbée entre les deux clans que Abdelrahman ibn Farhoun sera assassiné dans la mosquée. On est au début du XVIe siècle, à la veille de l'occupation, Donc 1500. 1604 je crois, ou quelque chose comme ça, et que celui qui va œuvrer avec, en un premier temps, pro-portugais, il s'appelle Weshman, non berbère. Weshman. Bon. Après, il y en a un qui va balancer tout le monde et qui est berbère aussi, mais qui lui a agi en prince, en chef. C'est Yahya ou Ta'fouft. On ne peut pas être plus amazir que ça. Yahya ou Ta'fouft, pour que les gens, votre public comprenne, si toutefois on a un souvenir quelconque du Glaoui, Yahya ou Ta'fouft est une sorte de Glaoui. On a des podcasts sur Glaoui. Dans les deux sens. C'est-à-dire il a collaboré avec les Portugais, mais pour développer son pouvoir. Et le Glaoui a fait la même chose. Le Glaoui n'était pas que un agent fidèle à la France, même au temps de Lyautey. Donc, de même, Yahya Ta'fouft, il est avec eux, mais il étale son pouvoir. Il les aide à se répandre à l'intérieur, parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'aventurer beaucoup en grand nombre avec des soldats à l'intérieur. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de Marrakech, ils sont repartis, ils sont allés jusqu'au Haha, etc. Mais grâce à Yahya Ta'fouft. Mais Yahya Ta'fouft s'impose comme seigneur de la région qui est allé jusqu'à promulguer et enregistrer par écrit le droit coutumier. Ça, c'est un acte souverain, le droit coutumier de la région. Donc, il a mis noir sur blanc, oui. Il l'a mis noir sur blanc. L'Arabia. On écrivait en Darija, c'est intéressant d'ailleurs, on écrivait en Darija plus ou moins. Il y avait des tolbas qui écrivaient un peu d'arabe, un peu de Darija. Donc, c'est dans ces conditions que les Portugais vont prendre le pouvoir, occuper sa fille. Il va durer combien de temps? C'est 1508-1541. Mohamed Cheikh. Mohamed Cheikh reprendra la ville. Dans la foulée de Agadir, enfin Santa Après Cruz. Agadir. Non, la chute d'Agadir a provoqué En fait, sa fille n'a pas été réoccupée. Il a été évacué par les Portugais. Qui ne gardent plus que Mazagan, en fait. Comme Azmour, etc. Parce que les Portugais n'étaient pas suffisamment nombreux pour tout garder. Pour tout garder et encore mieux, dominer l'intérieur. Donc ça, c'est la vague saadienne qui vient du sud, La vague saadienne qui vient, qui traverse l'Atlas au niveau de Imin Tanout, qui débouche sur le Haus. Des routiers. Qui débouche sur le Haus. Oui, parce que Imin Tanout, c'est le col. C'est le col. Débouche sur le Haus et rencontre la résistance au Tacide. Léon l'Africain joue un rôle diplomatique entre
les Portugais, les Saadiens, et comme il est grenadin, il est de tous bords. Et donc, en fait, il raconte comment il a négocié pour les uns, pour les autres, etc. La paix entre Outasside et Portugais, par exemple. Et Alors, je sais pas, on est peut-être aux limites du podcast, mais avec un érudit comme vous, on est obligé de... Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait donc les Saadiens qui se sont un peu illustrés, qui sont arrivés sur la scène par cette fameuse reprise de Santa Cruz, etc. Et les Ouattacide au nord, cette espèce de djihad, on peut l'appeler djihad, en fait, c'est le djihad anti-portugais, a fait basculer le Maroc du côté saadien, c'est bien ça? absolument, oui. Justement, les Outassides étaient ne le plus pratiquaient conciliant. pas le djihad. Ouais. Ils étaient plutôt des marchands à la solde des Portugais. Ils s'enfuient par la mer, les Ouattacide, et ils sont attaqués par les pirates. Là, ils vont chercher jusqu'à Vienne l'aide, certains princes d'entre eux, l'aide de Charles Quint ou de Philippe II, ou de... peu importe. Alors, il faut que je vous dise maintenant, pour rester surtout dans le domaine de la... Qu'est-ce qui s'est passé au niveau commercial avec les Portugais? Les Portugais, voilà, ils occupent la ville. Ils en font la ville, pour eux, la plus importante, parce qu'ils pensaient que de là, ils pouvaient prendre Marrakech. Voilà. Ce qu'ils ont essayé de faire, puisqu'ils sont arrivés jusqu'aux portes de Marrakech. Anecdotiquement, il y a un héros portugais qui, arrivé à Marrakech, a pris son cheval et il a écrit sur la porte de Bab Doukhana le nom de sa bien-aimée. Ah bon? Oui, mais ils n'ont pas pris la ville. C'est juste ce qui est resté. Donc ça, c'est Il bien s'appelle- avant, c'est bien avant Oued El Makhazine et compagnie. Ça. Là, Bien avant, voilà, non, voilà. mais de toute façon, D'accord. Donc en fait, l'idée de SFI, c'était la porte de Marrakech, quoi. la porte de Marrakech, mais aussi du golfe de Guinée, commercialement parlant. Donc le golfe de Guinée, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est tout le commerce qui permettait aux Portugais d'effectuer des échanges avec leurs produits, les produits récoltés dans les villes côtières marocaines et beaucoup à Safi. Et pour l'armée, il s'est développé pour les Portugais à Safi le tissage grossier pour les couvertures des soldats, pour les hanbel, qu'on appelle beaucoup, énormément de hanbel. Or, la différence entre l'époque anté-portugaise sur le plan du tissage, ce qu'Ibn Khatib nous dit, Baladoul Mawsouf, Birafi'i Tiyabi Souf, à propos de sa fille. Ibn On parle de Khatib, qualité حالات يقول بزيوي. Or, qualité de tissage, quoi. Ibn Khatib, en tant que vizir de Grenade, c'est ce que ça veut dire, Tiyab. Rafi' Tiyab. Mais après, les Portugais, c'est plutôt très vulgaire. Alors moi j'ai une petite question sur les Portugais. Donc on est vers 1500, 1550, c'est ça. Et les Portugais, c'est aussi le moment où ils conquièrent l'Amérique du Sud. Ouais. Voilà. Où très vite ils prennent domination de territoires immenses. Hein. Quand on voit la taille des colonies portugaises en Amérique du Sud, c'est 50 fois le Portugal. Quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils sont dans cette, ils installent donc ils prennent Asfi, ils essaient de prendre Marrakech. Ils sont dans la même logique. Ils sont dans cette logique-là de se dire c'est un territoire qu'on peut récupérer comme ils l'ont fait à Sebtsa, ou bien c'est-à-dire c'est un empire en expansion. À ce Pour moment-là. la côte atlantique marocaine, il y a deux impératifs pour eux. Le premier, c'est de dominer la route qui va jusqu'aux Canaries pour pouvoir aller au-delà, la traversée atlantique. Et pour pouvoir aller en golfe de Guinée et plus loin, plus tard et plus loin, contourner l'Afrique par le détroit de Bonne-Espérance et aller dans les colonies Gao, etc., de l'océan Indien. C'est dans ce système Que s'intègre. atlantique portugais que, je S'intègre dirais là-dessus. pas Safi et les autres Oui, bien villes sûr, bien côtières. Mais la Non, mais de toute deuxième... façon, on a compris que c'était aussi une façon de parler de tout un système via une ville. Quoi. Bien sûr, c'est toute l'économie portugaise qui Ouais, est... ouais, ouais. Mais le deuxième, ce qui est plus spécifique pour la côte marocaine, à l'époque de la domination portugaise, c'est au départ, l'impératif économique, il est là. Mais en plus, il y a ce besoin de prolonger la reconquista hispano-lusitanienne vers le pays musulman qui était le Maroc. Donc, disons, c'est une forme avortée d'une dernière croisade contre le Maroc, surtout que l'Andalousie, à 1492, n'existe plus. Croisade symbolisée à merveille par l'attitude de Don Sébastien. Sébastien, Voilà, qui débarque. On connaît l'histoire de là, Sébastien. qui rêvait d'une croisade. Oui, qui rêvait d'une croisade, qui avait même la bulle papale, je pense, pour Ouais. voilà,
et qui est donc vaincu à Oued el-Makhazine et même mort en fait à Oued el-Makhazine. Oui, Voilà. son corps a coûté très cher aux Portugais. Pourquoi Parce vous qu'il dites fallait le racheter. Et on ne rachète pas la dépouille d'un roi chrétien. On ne le laisse pas. Parce que s'il devait être enterré au Maroc, il n'irait pas au paradis. Comme nous aussi, on croit que si on meurt Ouais. chez les chrétiens, etc. D'accord, donc c'était l'enjeu. Alors, on passe à l'époque alawite. Est-ce que vous avez Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sfi à ce moment-là? À l'époque saadienne, d'abord, Safi devient une véritable j'allais dire presque capitale diplomatique. Avec les Saadiens. Oui, c'était le lieu de réception des ambassadeurs chrétiens. Des ambassadeurs chrétiens et de séjour, et des consuls. Qui ne touchaient pas terre avant que le sultan ne les autorise. Oui. Alors, il faut le raconter. Ça donne une idée de Ahmed el-Mansour qui... Non, mais ils envoyaient des salves depuis la mer et l'Aqsbet Safi le répondait par des salves. Ouais. C'est-à-dire que, parce que bon, ça vous pouvez me contredire, hein, vous savez ça mieux que moi, mais apparemment Ahmed el-Mansour, qui avait un gros système diplomatique, avait par exemple le port de Sfi plutôt pour les ambassadeurs chrétiens, c'est bien ça. Il y avait une autre ville pour les Ottomans. Il y avait une autre ville pour il s'était organisé comme ça, en fait. C'est-à-dire que, pour comprendre cette situation, c'est une affaire de conjoncture stratégique internationale. Hein? Le problème au Maroc se pose autour de l'Arèche. Pourquoi l'Arèche? L'Arèche est bien entendu, Sibtaïlan, Tanger va passer aux mains des Anglais après, etc. Mais l'Arèche, pourquoi? Parce que les Saadiens étaient sollicités par l'Espagne pour empêcher les Ottomans de s'installer à l'Arèche. Ce qu'ils vont faire après la mort de Mansour, et c'est son fils, Mamoun. Mohamed Cheikh Mamoun, qui va, disons, céder ou vendre l'Arèche. Parce que, à partir de l'Arèche, on peut attaquer le détroit et le retour de l'Orient, des galions, de Manille, etc. Bon. Ça, c'est une chose. Et il faut quand même profiter de ce temps pour dire que les Marocains qui exhibent de manière ostentatoire le fait que, soi-disant, le seul pays qui n'a pas été occupé par les Ottomans, se suppose qu'il était suffisamment puissant pour empêcher les Ottomans de l'occuper. Ce qui est complètement faux, stratégiquement parlant et militairement parlant. Ce qui empêchait les Ottomans d'occuper le Maroc, c'est la rivalité avec l'Espagne. Philippe II ne peut pas tolérer que des Ottomans prennent pied au Maroc. C'est comme si on comparait avec l'époque de la guerre froide. Oui, il y avait deux blocs. Il y avait les deux blocs espagnol et le bloc... Ils sont pas bêtes pour s'affronter. Ouais. Parce que s'affronter, c'est la destruction des deux. Il y a eu des affrontements à l'Épantée, par exemple. Plus tard. Mais jusque tout le long du XVIe siècle, c'est ne pas s'affronter. Il faut savoir que, par exemple, Kherdin Barberousse, qui était campé à Alger, qui deviendra amiral en chef, et quand il était devenu amiral en chef, ottoman, de l'autre côté, il y avait le Doria qui est génois et qui est l'amiral de Philippe II. D'accord? Eh bien, ils se consultaient avant de sortir, prendre la mer. Quand les bateaux de Kherdin devaient aller à Toulon pour l'hivernage et se ramener, eh bien, Kherdin avertissait Doria qu'il allait passer, parce que s'ils se rencontrent, ils doivent se faire la guerre. Oh, mais la comparaison, et il s'évitait. La comparaison avec la guerre froide est tout à fait, il s'évitait. Mais on peut par contre reconnaître aux Saadiens le fait d'avoir profité de cette rivalité d'avoir joué sur cette rivalité ou cet équilibre pour avoir réussi à préserver leur position. On peut leur reconnaître ça. Ouais, il n'y a pas de doute que le Maroc est surdéveloppé à l'époque saadienne par rapport à d'autres époques. Sur le plan militaire, Abdelmalek a laissé une armée extraordinaire avec des canons et la victoire de Oued el-Makhazine, elle est une véritable victoire, c'est pas le hasard. Elle est préparée et tout, par Abdelmalek. Bien sûr. On a beaucoup de podcasts sur cette période-là qui est magnifique. Et donc, Sfi est le port, on revient dans... Le port diplomatique jusqu'au début même jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais son rôle a été capté par Essaouira d'un côté, Mogador, et plus tard, à la fin du 19e, par El Jadida, à cause de Casablanca et El Jadida. Donc, Safi se trouvant entre les deux. Et Marrakech n'a plus la même importance stratégique qu'avant. Donc, Safi sous les Alaouites. Safi est une ville où séjournaient les consuls, mais quand je dis consuls, ça veut dire tous les États européens, y compris le Scandinavie.
Donc il y avait un ambassadeur. Pas ambassadeur, les ambassades passaient par là vers Marrakech, mais les consuls étaient résidents. Donc il y avait des Scandinaves. S'il y a un consul, ça veut dire qu'il y a des marchands, parce que le consul est là pour gérer Défendre les intérêts des marchands. les intérêts des marchands. Il y avait, qu'il s'agisse d'Henri IV ou de François Louis quelque chose, qu'il s'agisse de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, de la Hollande, beaucoup. Beaucoup. Les canons de Safi sont fabriqués à Rotterdam, sous les Saadiens, etc., etc. La communauté juive d'Amsterdam, une partie de cette communauté s'installe à Safi au XVIe, XVIIe siècle, et ou alors fréquente beaucoup Safi direct, Amsterdam, Safi, pour le commerce des armes surtout. D'accord. Donc on est dans une période où Safi est supplanté par Souara, sous l'impulsion d'ailleurs de Sidi Mohamed Ben Abdallah. Oui, mais avant même qu'il Avant même n'impulse les Sawira, il a impulsé sa fille, Mohamed Ben Abdallah. Par exemple, un des principaux traités de commerce de Mohamed Ben Abdallah sont signés à sa fille par lui, D'accord. directement. Marrakech perd de son importance, donc son port, si Esfi, le port de Marrakech perd son importance, et donc on a une espèce de chute, de déclin. On peut parler de déclin. Il y a pas de doute qu'il y a un déclin. Il y a un recul démographique d'abord. Il y a des pestes, c'est très important. Il y a des inondations de la Sheba qui emportent la ville plusieurs fois au cours du 19e siècle. Donc il n'y a pas que la politique qui joue. La nature. Et il y a la nature aussi. On a une série de catastrophes naturelles qui ont stoppé l'élan de Safi. Ajoute à cela la concurrence d'El Jadida, avec un pays arrière-plan plus riche, Oui. et celui de la Shaouia, etc. La concurrence des Sawira pour une histoire de fisc. De fisc, c'est-à-dire. C'est-à-dire d'exemption de réduction des taxes. C'est une zone franche, je voulais dire. Hein? Comme une zone franche. Comme une zone franche. Mais entre parenthèses, alors Safi, au Moyen-Âge, était comme une zone franche, mais sous l'autorité des gens du pays, de la ville. C'est-à-dire que si les Génois venaient, c'est parce que aussi ils payaient moins de taxes. Et qu'en commerçant avec l'or, ils prenaient l'échange. Monnaie génoise, monnaie or marocaine, était favorable au poids comme en qualité, en partance de Safi. Donc, ça s'est passé de cette façon au 18e, 19e par la volonté de Mohamed Ben Abdallah et des successeurs. D'où l'installation des communautés juives et Sawira à partir de Gibraltar, de Londres, etc. Donc on peut expliquer le déclin pour des raisons politiques et des raisons naturelles, c'est ça? Naturelles et économiques, puisque Sawira est beaucoup mieux placé par rapport au commerce transsaharien qui amène tous les produits sahariens que les Européens cherchent. Or, ce n'est pas le même cas que pour le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il fallait aller jusqu'au Touat et descendre, ou aller jusqu'à Sijil-Massa et descendre. Là, la route, étant donné le désaxage des anciennes routes, vers l'ouest, oui. C'est-à-dire, point de départ, c'est Dakar et c'est le Sénégal et non plus Sijil-Massa. Alors, Safi, sous les Alaouites, à la fin du 18e, début du 19e siècle, on constate par un document adulaire que la ville a des corporations de métiers dont les chefs se réunissent pour protester. Ils protestent contre quoi? Ils disent dans ce document, on a écrit au sultan au début, il n'a pas répondu, on l'a écrit au sultan successeur, il n'a pas répondu, mais voilà. C'est que le Mkhzen nous a envoyé un caïd qui ne nous convient pas, qui est injuste, qui est rapace, etc. Nous n'en voulons pas. Ils envoient des lettres au... Oui, au sultan. Et à la fin, comme il n'y a pas de réponse valable, ils écrivent en disant, écoutez, nous avons mis la main sur ce gouverneur, on l'a enfermé, et nous avons nommé un tel qui est de chez nous et qui nous convient. Alors, ce qui est intéressant, en dehors de ça, c'est que dans le document, il y a en bas de page, c'est dommage parce que je l'ai, parce que des signatures. mais c'est signature par corporation. Plusieurs signataires par corporation. Alors donc, c'est un document très important sur l'activité corporative de la ville. Alors vous avez quoi comme corporation? Choisissez les potiers, par exemple. Ça commence par, si on les classe, moi je les ai classés par rapport au nombre de signataires. Le premier, les marins. Je crois qu'ils étaient 15 ou 16. Signatures avec leur nom et leur laqab, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont marins simples, ils sont mousses, ils sont capitaines ou... Suivent les potiers.
avec également 13 potiers, avec également l'organisation de leur corporation, puisque plusieurs sont appelés l'Amin, d'autres sont appelés le frère, et plusieurs s'appellent le Hajj, etc. Ça veut dire quand même de l'aisance. Ensuite, Donc les potiers, les marins. puis, il y a les relieurs, il y a tous les autres métiers, les forgerons, tout. Et puis, je ne sais plus combien, je ne me souviens pas, mais au moins une dizaine dizaines, sinon plus, de corporations avec leur nom et leur rôle au sein de la corporation, dont un triqui. Ah, c'est ma dernière question avant de vous saluer. Est-ce que vous êtes de SFI? Bien sûr. C'était juste pour la forme. On a senti la passion dans votre récit. Là, moi, je suis passionné pour tout, mais pour ça fait un peu plus quand même. Vous êtes très clair. Merci beaucoup. T'en prie. Je précise aux auditeurs que ce podcast a été réalisé avec le professeur Triqui sans la moindre note sur son bureau. Tout ça, c'est dans sa tête. Merci beaucoup, c'était super. Je t'en prie, merci à toi aussi d'avoir pensé à moi. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.